Bonjour tout le monde et puis bienvenue à cette séance qui porte sur, et je suis tellement heureuse de présider cette séance ce matin, car elle porte sur la COVID-19, n'est-ce pas? Mais résilience et innovation sociale. Donc, il me semble que ça va faire du bien de parler des stratégies d'adaptation qui ont été réussies puis qui ont donné lieu à des innovations sociales en ce moment et à un peu de résilience, provenant des terrains. Il me semble que ça va être très rafraîchissant. Donc, merci. Merci à tous ceux qui viennent présenter. Je vous donne quelques petites informations avant de laisser les gens se présenter. Donc, première information, je vous invite, parce que je ne le ferai pas moi-même, je ne suis pas très autoritaire, donc à fermer vos micros quand vous ne prenez pas la parole, pour pas qu'il y ait trop de bruit. Je vous rappelle que l'atelier va être enregistré et disponible sur la plateforme de la conférence jusqu'au 30 avril 2021. Je vous rappelle aussi qu'on peut voir seulement 12 personnes, donc c'est sûr que ce serait intéressant de voir d'abord et avant tout ceux qui prennent la parole ou qui posent des questions. Et puis, finalement, lors de cette séance, on a une belle heure devant nous. Cette séance-là est consacrée, l'essentiel du temps est consacré aux discussions, hein, et non pas aux présentations. Mais je vais quand même, on a 4 présentations ce matin que vous avez sans doute regardées avant l'arrivée. Je vais demander aux présentateurs de faire un résumé de leur présentation durant 5 belles minutes. Et je ne vais pas présenter tout le monde, je vais vous laisser le plaisir de vous présenter aux autres. Donc, je vais essayer. Alors, on va passer peut-être déjà à la première présentation qui porte sur les communs culturels, territoriaux et COVID-19, le cas du quartier Saint-Michel à Montréal, avec Laurence Sauvage, Juan-Louis Klein et Diane-Gabrielle Tremblay. Je vais, Laurent, te demander de te présenter et je vais essayer de te mettre en avant. Voilà. Moi, je vais essayer d'ouvrir ma… Attendez. D'ouvrir ma… Est-ce que vous voyez mon écran par hasard? J'essaie de partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? En ce moment, non. Non, ok. Il y a quelque chose d'un petit peu différent de Zoom. Je l'ai expérimenté hier. En tout cas, je ne sais pas toi comment ça se présente, mais moi, on dirait qu'on voyait tout mon écran et ça ne me permettait pas de sélectionner exactement ce que je voulais présenter. Et là, je pense que c'est la personne à l'animation qui a reconfiguré pour que je puisse sélectionner le PowerPoint et pas tout mon écran. Ok, il me dit que c'est impossible de partager l'écran. Moi, je vais faire sans PowerPoint. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Sauvage, je suis doctorant en études urbaines à l'UQAM, sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et de Juan-Louis Klein, et qui s'associe à moi effectivement pour remercier les organisateurs du colloque de nous inviter à participer et à présenter nos travaux. Et puis, je voulais vous remercier également les participants de concourir finalement à la qualité puis à l'intérêt de cet atelier. Alors en fait, je voulais vous présenter une carte qui avait été réalisée en fait avec des données issues des données qui avaient été récoltées en mai 2020 et c'était une carte de Montréal, et cette carte elle suggérait en fait une corrélation entre la défavorisation des quartiers de Montréal et la contamination à la Covid. Pour le dire autrement, les quartiers les plus défavorisés de Montréal figuraient parmi les quartiers les plus touchés par la pandémie. En fait, dans ces quartiers-là, la crise est venue frapper de plein fouet des populations qui étaient déjà fragilisées et est venue ajouter à des problématiques socio-territoriales récurrentes d'autres problématiques liées par exemple à l'isolement des personnes, des problématiques de santé mentale. La crise a mis aussi en exergue des difficultés d'accès aux ressources, notamment aux ressources sanitaires, aux ressources alimentaires ou aussi aux ressources en termes juste d'information par exemple. Alors, parmi ces quartiers les plus défavorisés, il y en a 2 qui figurent en rouge sur cette carte que je vous décris rapidement. C'est le quartier de Montréal-Nord et le quartier de Saint-Michel, qui sont les 2 quartiers les plus défavorisés de l'île de Montréal. Et nous, précisément,
on s'intéresse au quartier de Saint-Michel. Alors, pourquoi le quartier de Saint-Michel? On n'y est pas venu pour examiner les problématiques liées à la Covid, mais au départ, pour essayer d'analyser la communalisation des dynamiques culturelles locales. En fait, ce qui est intéressant à Saint-Michel, enfin, il y a plein de choses intéressantes à Saint-Michel, mais ce qui nous a intéressé à Saint-Michel, c'est le fait que des acteurs locaux, que ce soit des acteurs culturels, des acteurs communautaires ou des acteurs administratifs et politiques, ont développé finalement une culture de la concertation autour des enjeux culturels et se sont mis à coordonner, co-construire ou parfois coproduire des activités culturelles qui viennent nourrir les dynamiques culturelles locales. Alors en fait, finalement, on a tout un écosystème autour de ces enjeux culturels qui a été mis en action par la crise. Les acteurs, en fait, ont cherché à apporter une réponse culturelle aux enjeux et aux difficultés générées par la crise sanitaire, ce qui a conduit à la mise en place de plusieurs dizaines d'activités culturelles qui ont eu lieu cet été, alors au plus près des habitants, dans les ruelles de Saint-Michel, dans les parcs, dans les cours de certains bâtiments et notamment de certains HLM. Alors je ne vais pas décrire toutes ces actions culturelles, mais peut-être mettre quelques points en exergue. Le premier point, c'est que la crise dans ce quartier, dans ce contexte, a servi de révélateur. Alors, de révélateur de plein de choses, effectivement, mais pour nous, elle a révélé finalement l'habileté de ce modèle de commun culturel territorial à repérer les besoins des habitants et à leur apporter de manière très agile, très souple et très rapide surtout des réponses adaptées. Alors, dans les images que j'avais choisies, il y avait une image qui montrait que la culture parvenait à briser l'isolement de personnes, notamment des personnes âgées dans le quartier. On avait mis des activités culturelles pour favoriser la mobilité de certaines populations. Et puis, chaque opération culturelle était accompagnée finalement d'informations qui étaient distribuées par des intervenants socio-communautaires et qui permettaient aux habitants du quartier de prendre connaissance des ressources qui étaient à leur disposition. La crise, elle a également servi de catalyseur. Elle a catalysé de l'innovation, que ce soit sur les formes artistiques mises en place, que ce soit sur les modes d'intervention dans les territoires. Notamment, elle a permis d'aller au plus près des habitants, d'apporter des réponses quasiment au porte-à-porte. Ce qui était une problématique assez récurrente dans le territoire, comme on le soulignait dans la capsule. Elle a permis le renforcement et l'élargissement de la gouvernance culturelle du territoire et elle a permis de renforcer les perceptions positives sur le rôle des activités culturelles dans le développement du quartier, ce qui a conduit, on espère qu'on l'a montré aussi dans notre recherche, à un enrichissement du capital socio-territorial de Saint-Michel. Tout ça avec quelques limites dont on pourra parler ultérieurement. Finalement, la question qui reste à poser, c'est de savoir si cette expérimentation générée par la crise, qui a constitué finalement une opportunité, expérimentation qui répondait à des problématiques qui étaient préexistantes également à la crise, reste à savoir donc si cette expérimentation va pouvoir finalement s'ancrer dans le quartier, s'institutionnaliser pour se pérenniser dans les années à venir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, avant qu'on passe à une autre personne, je vais demander aux quatre, pour les quatre présentations, aux gens de présenter, mais malgré tout, après chacune, est-ce qu'il y a des questions de précision sur cette présentation en particulier? Est-ce que les co-auteurs veulent rajouter quelque chose avant qu'on passe à la prochaine présentation? Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci. Nous allons passer à la deuxième présentation qui est « Innover en temps de crise, d'une diversité des modes d'action entre acteurs privés et publics dans la gestion de la crise COVID-19 » avec Elda Nachaud. Donc, Elda, attends, je vais essayer de te mettre au-devant de la scène. Ah. J'essaie ma chance, du coup, avec le PowerPoint. Vous voyez quelque chose? Est-ce que... j'arrive pas à l'appeler, mais quand on est supposé être capable, en pesant sur aide, d'appeler quelqu'un qui vient nous aider. Mais là, moi, je pèse sur aide. Est-ce que là, vous voyez mon écran ou pas? Non. Non? Eh ben, ouais. Oui, je pense que c'est comme hier. Effectivement, Chantal, il y a quelque chose.
Je ne sais pas c'est quoi, là, mais il y a quelque chose qui doit être activé. Ah, non, ben voilà, j'ai eu le même problème. Ah, voilà. Vous voyez quelque chose? Ben, en fait, on voit l'écran complet. C'est ça. Il y a quelque chose qui permettrait de ne voir que l'affichage de la slide. Là, on voit l'écran. Donc, c'est moins lisible, mais bon. Vous ne voyez pas mes PowerPoint, c'est ça? On les voit, mais pas en format présentation. On les voit en format… Alors, du coup, est-ce que je peux faire… Non, est-ce que moi, je peux faire… Tu crois que c'est moi qui ai le contrôle de ça? Ben, écoute, hier, j'ai eu cette impression que l'animateur avait fait quelque chose, mais je ne pourrais pas dire quoi. Alors, je vais peut-être faire moi quelque chose. Est-ce que là, vous voyez autre chose? Je joue un petit peu du coup. On voit… Ouais. Je vais essayer, Elda, de te réduire. Parce qu'il y avait une fonction qui permettait effectivement de voir le PowerPoint plus largement, les autres personnes disparaissant à ce moment-là. Parce que là, c'est un petit peu petit. Je viens de te désactiver. Ouais, c'est bon. Vous voyez quelque chose mieux là? Oui, tout à fait. Ah, parce que j'ai joué avec n'importe quoi. Par contre, je serais incapable de dire ce que j'ai fait. Et moi, je ne vois plus en fait. Je vois que mon écran. Bon, c'est pas grave. Ça marche. Donc, du coup, je ne touche à rien. Je peux commencer parce que du coup, je ne vois pas vos têtes. Alors, je parle absolument avec mon écran, avec mon PowerPoint là pour l'instant. Tu peux commencer. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, puisque vous voyez mon identité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais plutôt prendre le temps pour présenter mon travail. Donc, en tout cas, je suis ravie, comme Chantal le disait en introduction, justement, qu'on puisse parler de la résilience et aussi de l'espoir. Alors, comme il a été indiqué dans les propos d'introduction de ce colloque, les crises, et comme on peut l'écouter aussi parler souvent Edgar Morin en ce moment, il dit que les crises sont révélatrices justement d'espoir et d'innovation de toutes sortes, dont les innovations sociales. Et donc, en fait, dans cette recherche, j'ai essayé de comprendre, selon des études de cas comparatives, dans la gestion de Covid, justement, si on a affaire à ce genre d'espoir et donc à des innovations sociales. Et ce que j'exprime notamment dans ma question de recherche, en disant, face à l'insuffisance des pouvoirs publics, donc à relever seuls les nombreux défis, que ce soit sanitaires et socio-économiques, qui ont été engendrés par la pandémie, quelles sont donc les pratiques nouvelles de gestion dans certains pays qui ont connu un relatif succès? Donc l'idée, c'est pas de faire un manifesto pour ces pays, mais c'est de reconnaître certaines pratiques qui ont conduit à un relatif succès dans la gestion de la crise. Et au-delà de ça, parce qu'ok, il peut y avoir des actions, dans quelle mesure peut-on qualifier donc ces pratiques d'innovation sociale? Alors, en fait, pour réfléchir justement à ces modes d'action sur le terrain, donc j'ai travaillé sur la définition de certains critères d'innovation sociale, sachant qu'on l'a vu aussi dans ce colloque, on a des conceptions très différentes et des visions du monde très différentes autour de l'innovation sociale. Alors, je me suis pas mal inspirée justement de chercheurs qui travaillent aux crises et je les remercie pour leurs travaux très intéressants. Et donc, le cadre que j'ai appliqué donc sur mon terrain empirique, c'est le suivant. Donc, des réponses nouvelles à des besoins sociétaux non remplis, en rupture donc avec les structures existantes, donc de véritables projets identité, en étant mis en place par des acteurs multiples, donc une coopération de pluriacteurs et Laurent vient d'en parler également dans sa présentation, avec une coopération multidimensionnelle. Donc, dans le cas qui me préoccupe, je suis allée au-delà des aspects sanitaires, c'est de voir s'il y a eu d'autres coopérations sur d'autres dimensions. Et bien entendu, la dimension inclusive, donc, est très importante dans le cas de l'innovation sociale. Le but est donc de prendre en considération les besoins des personnes subalternes et les plus vulnérables. En terminant donc par cette réflexion qui nous préoccupe tous et qui détermine finalement le caractère d'une action, si on peut la présenter ou pas en tant qu'innovation sociale, c'est le caractère transformatif, à la fois au niveau spatial, donc comme Flore hier, elle en a parlé hier, en fait, dans sa présentation, on regarde donc des actions qui sont territorialisées au départ et on va réfléchir si ça donne lieu à des modèles de développement
au niveau spatial et dans la durée. Alors, ce cadre-là, ça m'a conduit à réfléchir sur plusieurs actions sur le terrain, donc ils sont présentés plus dans le détail sur la capsule que j'ai mis en ligne. Et donc, en fait, notamment la première vague de Covid, donc j'ai examiné plusieurs actions dans 4 pays différents, donc Corée du Sud, Taïwan, Allemagne et la Chine dans une moindre mesure, mais tout de même la Chine. Donc, c'est une période allant de début mars jusqu'à début mai 2020, de 3 mois. Donc, je partage juste quelques résultats ici, mais je serais ravie de discuter avec vous au moment des échanges. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les modes d'action, comment ça a fonctionné dans ces différents pays. En Chine, on voit que c'est le secteur, ce qu'on appelle le troisième secteur, donc c'est le secteur privé qui prend en charge la plupart de l'aide au niveau social. Ça peut paraître bizarre parce qu'on est quand même en Chine et sachant que souvent, derrière les acteurs privés, on retrouve souvent des acteurs publics également. Alors, le niveau de départ, en fait, c'est la gestion à Wuhan, mais on va avoir, en fait, en développement, en fait, de cette gestion, on va l'avoir également au niveau national et au niveau international. En Corée du Sud et à Taïwan, ce sont les acteurs publics qui invitent les acteurs privés à gérer ensemble la pandémie dès le départ. Donc, on le pense, cette action au niveau national. Puis, on va voir que ça s'applique partout dans ces 2 pays au niveau territorial. Et en Allemagne, c'est l'inverse. C'est les acteurs privés, c'est la société civile avec des industriels allemands qui invitent les acteurs publics à gérer, en fait, à trouver des solutions pour la gestion de la crise. Et là, en fait, il y a même l'Union européenne qui va être inspirée par cette façon de faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce qu'on peut dire, en fait, dans la plupart de ces actions, c'est que la plupart des critères que j'ai énoncés précédemment sont remplis. À part, et on peut discuter là-dessus, à part ce critère, excusez-moi, sur la transformation à long terme, parce que pour l'instant, on ne sait pas, hein. Donc, il va falloir réévaluer les actions du terrain, en fait, à long du temps, pour voir véritablement si ce qui s'est passé maintenant peut être exporté, diffusé dans l'espace et dans le temps. Et je termine donc cette présentation par justement cette phrase qui pour moi est remplie d'espoir et qui représente un petit peu justement le cadre d'analyse dans ce colloque. Puisque certes nos démocraties elles souffrent et plusieurs intervenants ont discuté là-dessus. En même temps, en mobilisant l'innovation sociale, les humains, ils sont capables aussi, en tout cas c'est ce que je constate moi lorsque j'étudie ces actions du terrain, et je ne sais pas si vous partagez également, qu'ils recherchent les meilleures ressources en eux, la pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, en fait, elle est en contraste avec les politiques du statu quo, en fait, qui se font plus sur la peur plutôt que sur l'espoir. Désolée, j'ai été plus longue que j'aurais dû. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'essaie de revenir ici. Merci beaucoup. Je serais heureuse de discuter avec vous. Merci. 2 petites choses avant qu'on continue. Mais, merci infiniment. Puis oui, les critères pour caractériser ce qui est une innovation sociale sont très clairs. Puis on a hâte d'avoir des détails sur les partenariats en particulier là, que vous avez explorés. C'est très intéressant. Mélanie est venue au secours parce que je lui ai écrit qu'on avait de la difficulté à partager nos écrans et Laurent aurait aimé partager aussi une grille, une carte. Bon, voilà Mélanie, on t'écoute. Mais normalement, vous êtes tous capables de partager vos écrans individuellement. Donc toi, Laurent, tu n'y arrives pas, c'est bien ça? Oui, mais c'est passé, je pense que… Ben, ce que tu peux faire, au bas de ton écran, il y a un petit point d'interrogation. En bas à droite. Ouais. Clique là-dessus. Il y a quelqu'un d'Humanise qui va te répondre instantanément, là, dans le fond, dans les prochaines secondes, minutes. Puis elle va pouvoir te diriger, t'aider avec le partage d'écran, ce qui n'empêchera pas aux autres de continuer l'atelier pendant ce temps-là. Alors, tu vas avoir un petit chatbot qui va apparaître, OK? Alors, ils vont être mieux outillés que moi pour vous aider là-dessus. Sinon, ce que tu peux faire, c'est l'envoyer à Chantal. Et Chantal, toi, tu pourras le partager pour tout le monde. C'est comme l'autre option. D'accord. OK, merci. Merci, Mélanie. Est-ce que Siam Badadi est arrivé? Non. OK. Merci. Tu lui as écrit? Oui, je lui ai écrit un petit mot, mais non, je ne sais pas si elle est arrivée. D'accord. Merci.
Sabrina Tremblay, Daniel Maltais, Simon Gilbert, vous êtes là? Oui, Sabrina. Oui. Est-ce que c'est à moi que je donne la parole? Oui, c'est à moi. Mes collègues ne sont pas là ce matin, ils sont ailleurs. Alors, un instant, je vais te mettre en avant. Hop! Alors, Sabrina va nous parler de la 4e présentation, concertation locale et résilience en temps de COVID, le cas d'un organisme communautaire en sécurité alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je te laisse te présenter ainsi que tes collègues. Oui, parfait. Bougez pas. Bonjour à tout le monde. Je me présente Sabrina Tremblay. Je suis professeure au département des sciences humaines et sociales à l'UQAC. Ce que je veux vous présenter, en fait, c'est les résultats d'une petite recherche, très petite recherche, que nous avons réalisée dans le contexte qu'on est encore en pandémie, l'été dernier, une partie de l'automne, auprès d'un organisme en sécurité alimentaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région ici au Québec. Puis donc, on a voulu voir, en gros, finalement, comment les organismes en sécurité alimentaire se débrouillaient dans le contexte actuel. Il faut savoir aussi que c'est une recherche que nous réalisons dans le cadre d'un livre que nous voulons réaliser là, avec quelques membres du CRISE, donc le Centre de recherche innovation sociale. Et donc, c'est ça, nous, ça va être notre contribution là, comme chapitre à cet ouvrage-là qui devrait paraître, je suppose, là, quelque part en 2022 ou 2023. Donc, juste un rappel en fait là, de ce qu'on voulait, comme je viens de vous dire un peu, ce qu'on voulait présenter, c'était de documenter les enjeux et les impacts de la COVID sur les organismes communautaires, les impacts sur les membres, sur les intervenants, au niveau là, de l'organisation du travail, les changements de pratiques, les difficultés, en fait tout ce qui relève aussi là, un peu là, de la résilience de ces organismes communautaires-là. Alors pour ce faire, nous avons réalisé des entretiens de recherche auprès d'une part de la directrice d'un organisme en sécurité alimentaire, donc une épicerie communautaire, une des intervenantes de cette même épicerie-là, et pour avoir un peu de point de vue un peu plus global, nous avons aussi interrogé une intervenante dans une corporation de développement communautaire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ici au Québec, là, ce sont des organismes qui existent dans certains secteurs ou régions et qui vont regrouper les différents organismes communautaires d'un milieu afin de les réseauter, oui, mais de donner une voix aussi à des instances là, de représentation diverses. Donc, en fait, c'est ça. Pour revenir sur les principaux résultats dont j'ai fait état dans la présentation préenregistrée, en fait, on a observé des changements au niveau organisationnel et au niveau aussi régional. Au niveau organisationnel, alors ce qu'on constate, c'est que la majorité des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont continué leur mission durant la pandémie. Puis ça, il faut savoir qu'ils s'en sont très fiers. Très fiers d'avoir tenu le fort, d'avoir continué malgré toutes les difficultés, malgré les contraintes, et tout ça. Alors ça, c'est quelque chose là, qu'ils ont tenu à nous dire là, plusieurs fois qu'ils ont fait. Ils ont réussi à maintenir leur mission malgré les difficultés. Bon, ceci étant dit, ça n'a pas été facile, loin de là pour la majorité d'entre eux, pour personne en fait. Le fardeau financier, bien sûr, parce que oui, le gouvernement du Québec a attribué des fonds d'urgence pour les organismes communautaires. Il y a aussi des organismes caritatifs dans la région qu'on retrouve un peu partout au Québec, comme Centraide, nommément, qui avaient aussi des fonds d'urgence. Bon, fait que ça, il y avait possibilité d'aller chercher des fonds, des sous supplémentaires pour pallier finalement à toutes les dépenses entraînées par les mesures sanitaires, donc l'achat de masques, le désinfectant pour les mains, poser des plexiglas peut-être à certains endroits pour protéger les travailleurs, etc., etc. Sauf que, en fait, c'était tellement parfois laborieux de pouvoir accéder à ces fonds-là en faisant les demandes, c'était de la paperasse supplémentaire que finalement, il y a des organismes communautaires qui disaient, c'est ça, on n'a pas le temps, on n'est pas capable parce que moi, la moitié de mes intervenantes, ils sont à la maison parce qu'elles doivent rester à la maison avec leurs enfants qui font l'école à la maison. Fait qu'on était dans une situation excessivement difficile pour ces organismes communautaires-là. Puis, c'est ça. Je pense que ça a ressorti beaucoup là, au niveau là, de cet aspect-là. Il y a aussi la perte du lien entre les travailleurs, donc entre les travailleurs vraiment de l'organisme, les intervenants, les intervenantes, et avec leurs membres qui a été vécu difficilement par plusieurs là, des intervenants que nous avons interrogés. Par contre, du point de vue un peu plus positif, ce qu'on a apprécié, c'est qu'il y a eu un développement de nouveaux partenariats avec d'autres organismes, là, finalement, là, pour pouvoir continuer à offrir les services ou poursuivre la mission des organismes communautaires. Puis,
certains organismes, certains intervenants, en fait, nous ont dit cette pandémie-là, ça aura eu ça de bon, en fait, de démontrer toute l'importance des organismes communautaires. Parfois, ils ont l'impression que on s'en occupe pas réellement, mais là, par la reconnaissance du gouvernement, des autres personnes, des bénéficiaires aussi de ces organismes communautaires-là, ils ont trouvé finalement que c'était quand même un point positif. Au point de vue, au niveau régional, pardon, ce qu'on a constaté dans la région, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en tout cas, du moins dans le secteur de la sécurité alimentaire, je ne pourrais pas parler ailleurs, mais en tout cas, pour avoir entendu des échos, je vous dirais que c'est à peu près la même chose, là. Mais concernant notre recherche, bon, il y a eu vraiment une augmentation très importante de l'intersectorialité. Donc, secteur communautaire, institutionnel, le secteur privé aussi, qui s'est impliqué à différents moments là-dedans. Donc, ça, là, vraiment, il y a eu un beau travail de partenariat, d'intersectorialité entre les différents acteurs du développement social ici là, dans la région. Il y a une meilleure coordination aussi entre les différents acteurs du développement social, puis ça, dans une perspective de développement du pouvoir d'agir, l'empowerment communautaire, quand tes organismes, quand tes acteurs travaillent tous dans le même sens, ta communauté devient plus compétente à répondre aux besoins de tes membres et donc, ça favorise le développement du pouvoir d'agir individuel des personnes. Ensuite de ça, il y a eu la création de nouveaux canaux de collaboration qui seraient appelés à rester, en tout cas selon les intervenants. Alors, de nouvelles façons de faire finalement, de collaborer avec les partenaires, d'autres milieux ou d'autres secteurs communautaires là, qui ont été jugés quand même assez intéressants. Ça, c'est la cellule de crise dont j'ai parlé dans la présentation, donc la CLAC, cellule locale d'action communautaire, et ensuite la CRAC, la cellule régionale d'action communautaire, là, qui a été développée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et à ma connaissance, il n'y a pas eu grand-chose d'autre qui s'est fait de semblable dans le reste du Québec, en tout cas pas sous cette forme-là, qui a vraiment été appréciée là, en termes de concertation locale pour finalement réagir en situation d'urgence, comme nous l'étions, comme nous le sommes encore, en fait, vous allez dire, par rapport à la pandémie de la COVID-19. Pour finir, en fait, je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on retient au niveau de l'innovation sociale, de la justice sociale et environnementale? Bon, fait que dans les grandes lignes, la mission sociale des organismes a été maintenue. Moi, je dirais que de ce qu'on a perçu au niveau des résultats de notre recherche, c'est la mission environnementale là, qui a été peut-être un peu laissée de côté. Toute la question de ne plus pouvoir offrir des produits en vrac, par exemple, dans l'organisme que nous avons étudié, qui est une pratique plus écologique, mais ça n'a pas pu être fait en raison des mesures sanitaires, les masques, tous les produits, les déchets qu'on devait se débarrasser rapidement pour éviter la contamination et tout ça. Fait que là, c'est ça. Cette mission-là a été un peu mise de côté en situation d'urgence. Nous, ce qu'on a, puis ça, je serais intéressant de discuter avec vous, là, peut-être par après, on n'a pas perçu d'innovation sociale proprement dite, en ce sens que nous, c'est la question, là, justement, comme Mme Eldad disait avant, la pérennité de ces changements-là. Une innovation sociale doit perdurer dans le temps. Est-ce que nous, ce qu'on a vu, ça va vraiment perdurer dans le temps? C'est ça, on n'en est pas sûr. Je pense que tout ce qui a été fait dans une situation d'urgence a des chances finalement de ne pas nécessairement demeurer par après. Mais en tout cas, je serais intéressant à discuter avec vous là, tout de suite après. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que les tentatives de reprise du pouvoir d'agir amorcées à l'échelle locale ont été porteuses de changements, d'amélioration. Ça, c'est encourageant là, quand tu as la possibilité de voir les territoires avoir une capacité d'agir dans cette situation qui vient du global et qui les empêche là, de se développer pour et par elles-mêmes. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, on va ouvrir à la période de discussion, si vous le voulez bien, à moins que Siam Badadi soit arrivé. Non. OK. Donc, on va ouvrir à la période de discussion. Si vous voulez bien, vous pouvez soit lever la main, soit écrire une question dans le chat et je vais distribuer la parole aux gens. Donc, je vous laisse... C'est dommage parce que son intervention était super intéressante. Eh oui. Mais c'était déjà, on l'a écouté. Donc, Oui, mais quand même. J'avais des questions pour elle. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Il
Il y avait un thème commun, par exemple, vous avez vraiment regardé tous des initiatives qui ont émergé en temps de COVID, donc en réponse à des crises, des stratégies d'adaptation, puis vous êtes tous posé la question de la pérennité. Je pense, et Laurent et Sabrina. Donc, est-ce que vous voulez peut-être en dire un petit peu plus sur cette question-là? Tout dépendant de comment l'innovation émerge, peut-être que c'est lié à des questions de pérennité ou non. Là, il y a peut-être certains types d'innovations qui vont être plus pérennes, dépendant de comment elles se sont constituées. Elda? En fait, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est d'où est-ce que l'action, elle émerge. Et on peut réfléchir sur le potentiel transformatif, certes, à partir de certains indices. Pour prendre des exemples, par exemple, complètement contradictoires, on voit sur le terrain, par exemple en Chine, que si l'action, elle est de l'initiative des acteurs bénévoles qui vont pas, il y aura pas une grosse cohésion, il y aura une solidarité, un élan de solidarité, ils vont se regrouper, etc., etc., ils vont se faire absorber très vite, en fait, par le gouvernement chinois. Et si elles proviennent de fondations déjà en place, très reconnues, avec une grosse artillerie et qui ont vraiment fait de l'innovation sociale pour le coup, parce qu'ils sont complètement adaptés à la situation. Et là, pour le coup, on peut se dire que ça peut faire émerger des modèles. Donc, je pense que la capacité, la taille, la structure, en tout cas, des acteurs, elles jouent. Je pense aussi que la capacité peut-être à avoir des partenariats durable. Donc, lorsque Sabrina elle discutait tout à l'heure, c'était cette histoire de est-ce qu'on prend confiance en son pouvoir d'agir, parce que c'est finalement ça que les gens ils ont expérimenté, la possibilité de se sentir empowered, je sais pas comment, d'avoir cette la capacitation d'agir, et puis la capacité peut-être à de donner vie à des partenariats en fait où tout le monde peut trouver un intérêt à continuer à collaborer. Donc moi, au niveau du potentiel transformatif, et peut-être un troisième élément sur lequel je suis en train de réfléchir, et pareil, je serais heureuse de discuter avec vous, ce serait peut-être, est-ce que ces innovations sociales, dans quelle mesure ça suscite du sens d'appartenance? C'est-à-dire, est-ce que ça crée des liens sociaux, que pour moi, c'est vraiment ces liens sociaux finalement qui vont permettre à une action de devenir pérenne ou pas. Et quand j'écoute Laurent, à chaque fois qu'il parle, et je trouve ça super, je sais pourquoi j'ai pas travaillé sur la France, mais en tout cas, je trouve ça le Canada, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas travaillé sur le Canada? Et en fait, quand j'entends aussi l'exemple de Laurent, en fait, j'ai l'impression que la culture, c'est ça qui nous manque en fait. La culture, ça va créer, ça va pousser à du lien social, à un sens d'appartenance en fait. Et sens d'appartenance peut-être justement à notre humanité la plus profonde. Donc voilà, moi je serais heureuse de t'écouter vos avis aussi là-dessus. Ben moi, si je peux réagir, Madame Chantal, justement à ce que Elda vient de dire par rapport à la culture, puis le sentiment d'appartenance. Puis, Monsieur Laurent, il y a quelques mois, j'entendais Serge Denoncourt, que vous connaissez probablement, qui est un metteur en scène pour les autres, là, assez important et très, très, très respecté et connu ici au Québec, qui parlait en fait, sa non-possibilité de réaliser ses pièces de théâtre et tout ça dans le contexte actuel. Bon, puis sa réflexion, c'était que, je dis, mon Dieu, je suis chagrinée parce que la culture, je me suis aperçue que c'était pas si important que ça en contexte de pandémie. Puis j'ai vu un homme, je veux dire, qui porte ses pièces de théâtre depuis des années et des années, puis tout d'un coup, il voit ça comme s'apercevoir que c'est pas si important que ça. Puis là, moi, ça me chagrinait aussi, puis je me disais, mais vous, votre recherche démontre que finalement, c'est important, la culture, justement par rapport à ce sentiment-là d'appartenance, de vivre, d'occuper un territoire, de créer des liens, d'exprimer, de se compter, de se raconter, tout ça. En tout cas, moi, je trouvais ça quand même intéressant là, sur cet aspect-là. Là. Si je peux y aller. En fait, pour répondre à la question sur l'ancrage et sur la pérennisation, et puis après je reviendrai sur la culture en elle-même. En fait, ce mode d'organisation que l'on analyse sous l'angle des communs, il existe depuis à peu près 2005 dans le territoire. Ce qui est intéressant de voir, c'est de manière longitudinale, c'est que il y a des moments de cohésion et de renforcement et de resserrement de ce commun, et des moments où les choses se délitent un peu, où les gens sont plus dans la concertation, mais font les choses de leur côté, etc. Puis on était justement dans une période où ça s'était délité un petit peu, et c'est pour ça que la crise, elle a eu comme effet de resserrement et d'élargissement, puis elle a montré au territoire que c'était important justement alors à la fois
parce que ça permet aux acteurs de collaborer entre eux, puis à la fois parce que ça répond à des besoins, avec une souplesse aussi. On voit que la culture est pas implémentée dans ces cas-là pour la culture en elle-même, mais qu'il y a toujours une idée de comment on va mobiliser la culture pour répondre à un besoin qui n'est pas forcément un besoin culturel. On a une... Alors, les organismes culturels ou certains artistes diraient c'est une instrumentalisation de la culture, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Sauf que ça fonctionne. Alors, moi, on a amené des entrevues notamment avec les personnes âgées. Moi, j'ai eu donc qui vivaient dans des HLM pour personnes âgées, pour aînés, pardon. Dans des entrevues, on a des témoignages, je les mettrai dans l'article un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, des verbatims de gens qui nous disaient, mais moi, ça faisait 2 mois que à mon étage, je n'entendais, on pouvait pas sortir, j'entendais pas de bruit, j'étais seul, on pouvait pas me visiter juste on venait m'apporter des repas. J'étais persuadé que tous mes voisins étaient morts. Et quand j'ai pu descendre dans la cour et voir que tout le monde était là et qu'on pouvait partager ensemble, ça m'a redonné le moral, ça m'a refait croire en la vie. Enfin, il y a des verbatims vraiment super forts là-dessus. Alors, il faut se demander aussi peut-être quelle culture, à quel niveau, comment c'est fait, etc. Je pense que là, l'innovation sur les formes culturelles, elle a vraiment été importante. Et ce qui est important, il me semble, dans ces contextes, c'est la participation des citoyens à co-construire un événement culturel en commun, en fait. C'est ça qui fonctionne bien, parce que justement, ils n'ont pas l'impression de consommer de la culture qui viendrait d'en haut et machin, mais vraiment de participer et de déterminer comment eux, ils peuvent s'approprier l'outil culturel pour en faire quelque chose pour eux. Il y a plein d'exemples dans Saint-Michel là-dessus, avec l'art participatif, etc. Mais c'est des voies qui sont effectivement intéressantes. Je vais arrêter parce que je pourrais parler des heures sur ce sujet. Non, est-ce que je peux me permettre de poser une question sur, au contraire, est-ce que ce serait possible de donner un exemple? Tu parles donc d'un moment à cause de la crise de resserrement des liens, puis donc il y a eu un processus d'organisation un peu plus serré des communs, tout ça. Vous l'avez observé, j'imagine, ce processus-là. Comment il se passe? Est-ce que c'est possible de donner un exemple concret de comment ça émerge et ça s'organise et comment les liens se resserrent? Ben, là, par exemple, alors dans le desserrement des liens, ce qui semble un facteur important dans les dernières années, ça a été depuis les politiques d'austérité d'il y a 5-6 ans, les organismes, ils avaient ils avaient plus de ressources pour participer à la concertation, et puis 2, ils avaient peut-être aussi moins de moyens pour mettre en place justement des activités culturelles plus, je dirais, plus en lien avec les populations. Là, ce qui s'est passé, comment ça s'est resserré, il y a eu d'une part un gros besoin des acteurs culturels qui participaient à la table de concertation, qui avaient besoin d'échanger sur on risque de disparaître là, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à exister pendant la crise, après la crise. Et puis en même temps, alors sur une autre table de concertation, pas la table culture mais la table aînée, on a eu des organismes aînés qui disaient au secours, nous on a besoin de faire des choses. Et là-dessus, ils ont créé un espace justement où ils ont pu échanger entre différents types d'organismes pour justement essayer de construire ensemble. Ce qui est assez génial, c'est que dans les entrevues que je fais maintenant, on me dit il y a eu un avant Covid et un après Covid, et on voit notamment des organismes culturels qui arrivent dans le quartier. Je pense à Imuzici, qui est un orchestre de chambre, qui a eu un succès phénoménal auprès notamment des populations aînées, et qui a continué à travailler avec les organismes aînés pour mettre en place des activités pour les aînés. Puis de là, c'est joint un organisme, le Forum Jeunesse Saint-Michel, qui là aussi finalement a pu commencer à collaborer avec Imuzici, et ils sont en train de faire des opérations de médiation culturelle avec les jeunes. Là, par exemple, ils me parlaient d'un petit moment de réflexion sur la guitare, et ils ont fait tout un truc qui a été toute une médiation culturelle qui a été projetée en avant-concert pour les concerts de Imuzici, les concerts normaux avec un public plus averti, on va dire. Donc c'est comme ça que ça se construit vraiment. C'est
c'est un peu, je dirais, la force des communs, c'est-à-dire que ça se construit réellement par la pratique. Donc, on a un problème, et ben, on met ensemble des réponses possibles et de manière pratique à ce problème. Merci beaucoup. C'était très clair. Je pense qu'Elda veut réagir et ensuite, j'ai une question dans le chat. Veux-tu réagir, Elda? Oui, je voulais réagir. Merci beaucoup, Laurent. Là, pour le coup, j'aurais bien aimé être chercheur dans le domaine culturel et avoir des passes pour aller faire la fête avec les gens. Je me dis, mais je sais plus ce temps où on pouvait aller écouter, voilà. Enfin, voilà. Ça me chagrine en fait. Mais en tout cas, merci. Hein, c'est très, très riche. Et justement, pour témoigner aussi de ce lieu commun. Alors moi, j'ai pas pu du tout observer ça hein, parce que je regarde à l'échelle d'un pays. Mais en Allemagne, ce que j'ai lu en fait sur cet hackathon, donc ils se sont réunis à 26 000 personnes en ligne en fait. Et en 2 jours, ils ont fabriqué des solutions, mais sur plein d'aspects différents. Il y a eu 1990 problèmes formulés. Les gens, ils sont arrivés tous un petit peu avec des solutions plus ou moins des fois réalisables, etc. Et ce qui se témoignait dans ce que je regardais, les chercheurs qui parlaient justement sur ces cas-là, ils disaient que les gens, c'était le fait qu'ils soient ensemble, ça leur a fait un bien fou. Ils se sont même mis à croire dans les institutions allemandes. Donc, à la fin, il y a 56% des personnes qui ont participé là-dedans qui ont commencé à avoir plus confiance en leurs institutions, alors que bon, on a écouté hier Loïc Blondiot avec le scénario catastrophique sur la démocratie représentative et tout ça. Et en fait, on voit l'effervescence et c'est exactement ça, quoi. Le commun, le fait que les gens, en fait, ils ont pu se réunir, prendre leur vie en charge et réfléchir qu'est-ce qui fait sens pour eux, quoi. Et ils ont réfléchi sur l'aide entre voisins, sur le téléworking. Alors, à la fin, c'est pas ce qui a été retenu. Ils ont retenu 20 projets. Ils ont mis vraiment les moyens pour les financer, les 20 projets. Et dans ces 20 projets, il n'y avait pas forcément des choses sur le télélearning et tout ça, en fait. Mais par contre, ce qui est vraiment revenu, c'est l'effervescence. C'est le fait de vivre ensemble et que cette crise nous permette aussi peut-être de contacter ce qu'on a de meilleur, en fait. Hein. C'est comme dans ces témoignages qu'on voit, on va pas comparer forcément avec la guerre, mais oui, en pleine crise, en pleine guerre, on voit des choses superbes. Et quand vous parliez de la culture, je me souviens pas comment il s'appelle, ce compositeur bosniaque, qui va jouer du piano à Srebrenica, en fait, au plein milieu Et en fait, c'est vraiment ça, finalement. Peut-être dans les crises, on va voir ce qu'il y a de plus fondamental et ce qui fait le plus sens pour nous. Et on a discuté hier, est-ce que c'est Homo economicus ou tout le reste? Ben voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui se renvoie beaucoup. Désolée, j'ai été longue, mais c'est vrai que moi, ça me touche beaucoup et j'ai l'impression que tout le monde aussi. Je pense qu'il y a un lien direct avec ce que Josiane Maheu a écrit dans le chat. Elle nous dit « La crise a aussi été un révélateur, me semble-t-il, de l'importance et de la reconnaissance accordée à la culture par les pouvoirs publics, car elle a été gérée bien différemment selon les pays. » Peut-être que tu peux nous en parler. Certains pays ont laissé plus d'espaces culturels formels ouverts que d'autres, ce qui me semble un indicateur de la valeur accordée à la culture dans une société pour maintenir du lien social. Je vous vois réagir, y compris Sabrina. Est-ce que vous voulez réagir? Ben, moi, je m'interroge juste par rapport à votre dernier commentaire sur la situation qu'on voit aux États-Unis où probablement plusieurs personnes d'entre vous ont vu un stade, je pense, de baseball ou quoi que ce soit. Bon, on n'est pas dans la culture, mais on est dans le récréatif, là, qui a été ouvert malgré, en fait, le contexte qui est absolument complètement, c'est ça, là, difficile aux États-Unis en termes de cas et tout ça. Bon, on s'interroge pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on veut faire semblant que ça va toujours bien? Ou, tu sais, il y a aussi cette notion-là. Là, je pense que oui, l'importance accordée à la culture par pays, par secteur ou tout ça, c'est intéressant, mais je suis pas sûre que ça veut dire systématiquement, ça indique systématiquement la valeur qu'on y accorde. Là. Parce que dans certains endroits, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une espèce de volonté d'occulter le problème ou de ne pas, inquiéter trop les foules, en fait. Là. Puis la question économique aussi, que si on arrête toutes les activités, ben c'est tout un secteur de l'économie qui va tomber. En tout cas, ben, je sais pas. Mais il y a certainement quelque chose à voir là-dedans, à étudier, mais je n'irai pas systématiquement, là. En France, ils l'ont sacrifié. Hein. En France, ça a été complètement sacrifié et ils sont, enfin, on est tous énormément solidaires avec nos amis artistes et tout ça, mais ils en souffrent.
Et même s'ils essayent en fait de tenir le cap et tout ça en faisant un petit peu des petits trucs clandestins, moi j'en connais quelques-uns, hein, des pianistes à Paris et tout ça qui font des choses clandestins, bah, il faut pas les balancer par contre s'il vous plaît. Donc oui, c'est très très compliqué pour la culture en France, quoi. Donc effectivement, on a cette idée que voilà, on va mettre de l'argent, on va essayer voilà, de faire en sorte à ce qu'ils ne disparaissent pas et tout ça, alors que c'est pas ça qui les fait vivre. Dans l'exemple de Laurent, dans ce quartier pauvre et tout ça, moi je pense que les artistes, la première chose qui les a poussés, c'est plutôt de créer ce lien social, parce que c'est ce qu'ils font en fait, quelque part. Ils se produisent, ils produisent la possibilité pour les autres de venir ensemble. Et en fait, cette idée de penser qu'on va donner, générer de l'argent et rendre les choses financières et faire en sorte à ce que, d'un point de vue économique, on n'en meure pas, ils ne comprennent pas qu'on peut mourir d'économie, mais on peut mourir aussi beaucoup d'absence de lien social et d'absence de lien culturel et d'absence de la nourriture pour l'esprit, disons les choses telles qu'elles sont, c'est un pragmatique quand même. Voilà, on est des animaux sociaux, culturels, etc., etc. Merci. Jonathan LC a levé la main. Oui, la question de la pérennisation m'a interpellé aussi quand j'ai écouté les présentations, puis vous l'avez soulevé là en début de discussion. J'avais une réflexion que j'aimerais voir peut-être validée avec vous. Le constat est, puis je travaille je proviens du milieu communautaire, mais je suis rendu dans le milieu de la philanthropie, là, donc j'ai un peu le regard des deux côtés du miroir. Le constat est que il y a eu un sentiment d'urgence de beaucoup de bailleurs de fonds qui a permis d'appuyer financièrement des initiatives qui peut-être n'auraient pas trouvé appui puis n'auraient pas pu émerger en dehors d'une situation de crise. Laurent, vous le disiez, là, que le projet à Saint-Michel ciblait des enjeux qui avaient été ciblés depuis longtemps. C'était des enjeux de longue date, donc on peut penser que ça avait peut-être déjà tenté d'être initié, mais il manquait de partenaires, de volonté de bailleurs de fonds ou même de partenaires sur le terrain. Pour le projet aussi au Lac-Saint-Jean aussi, on disait là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean que l'innovation, il y a eu un cadre qui restreint, sans définir ce que vous vouliez dire, mais vous disiez qu'il y avait un cadre trop restreint qui empêchait l'innovation. Donc, je me demandais, est-ce que, puis moi, pour le constater d'un côté bailleur de fonds, je vois que il y a un appui, mais à un coup que le sentiment d'urgence est passé, c'est comme si, et peut-être du côté des bailleurs de fonds, on sent moins qu'il faut éteindre un feu, ou même des fois, on est pris dans des paradigmes ou des paramètres qui font qu'on a besoin que la demande soit plus détaillée, l'impact plus calculé, tout ça, puis qu'on est dans l'urgence, qu'on n'est plus dans un financement d'urgence. Vu que le projet est encore émergent, on n'est pas capable d'encore tout parce que c'est encore l'apprentissage dans l'action. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, les demandes ne peuvent pas répondre aux mêmes exigences parce que là, on est encore en train d'apprendre dans l'action puis on voudrait le maintenir, mais sans avoir le recul pour bien définir l'approche. Et peut-être même les partenaires qui ont participé retournent à leur mission, retournent à leur souci plus de maintenir en vie, en équilibre leurs organismes. Est-ce que ça se peut que est-ce que ces différents éléments-là vous les avez observés dans les tentatives ou les espoirs de pérenniser ces belles initiatives-là qui ont pu émerger dans les situations de crise? Ben, je peux peut-être répondre à cette question-là. Ben, c'est ça, c'est une très bonne question, puis je suis pas sûre que j'ai la réponse en fait, parce que c'est une question que je me pose vraiment. Il y a tout un champ d'études qui concerne les situations de crise, peu importe ce qu'elles sont, situations. Bon, puis c'est de valeur. Ma collègue Danielle Maltais, c'est un de ses champs de spécialisation. C'est dommage qu'elle soit pas là. J'ai quasiment envie de la texter pour lui dire de venir faire un tour. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est des situations ponctuelles qui arrivent. C'est ça. On l'espère le plus souvent, pas très souvent, et qui demandent à mettre des moyens en place énormes finalement pour parvenir à rétablir un équilibre. On y va avec une approche là, de système et d'équilibre, bon, homéostasique et tout ça. C'est ça. En ce sens-là, est-ce que les changements apportés, les innovations peuvent être maintenus dans le temps lorsqu'on revient à une situation d'équilibre normal, en fait? Ben, j'aurais envie de vous dire, c'est quoi la situation normale quand on sait que dans le cas des organismes communautaires au Québec, je vais parler du Québec puisque c'est ce que je connais, les organismes sont sous-financés, ne sont
sont pas appuyés, pas assez reconnus, bon, etc., etc. Alors, est-ce que, en fait, dans ce contexte-là, puis avec la situation de crise, puis on a vu l'importance des organismes communautaires pour soutenir les personnes, est-ce qu'à ce moment-là, ben, c'est pas justement l'occasion de rétablir un fait puis de poursuivre en fait finalement là, dans cette, pas nécessairement en ligne droite si je pourrais dire en termes de changement puis d'innovation, mais peut-être en vrille, mais d'amorcer finalement un changement ou des discussions puis de faire bouger les choses. Fait que moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose là, qui va se faire à ce niveau-là, mais c'est sûr que il faut faire attention, c'est ça, au contexte de crise qui est en soi quelque chose qui arrive assez peu souvent. Là. Fait que de dire que parce que il y a des changements qui sont arrivés là dans cette situation-là, on va pouvoir les voir dans un contexte un peu plus normal, et je mets ça en plusieurs guillemets, ben c'est ça, j'aimerais ça qu'on en discute parce que c'est une question que je me pose. J'ai l'impression que en tout cas, pour ce que j'en sais, mais maintenant, écoutez, là, j'ai pas tout lu non plus sur le sujet. Dans le champ des études en innovation sociale, celui de innovation sociale et contexte de crise, j'ai l'impression qu'il n'est pas tant étudié que ça. Fait que ça pourrait être, s'il y a quelqu'un qui cherche un nouveau domaine, oui, espérer le plus possible, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En tout cas, alors, c'est ça, j'ai pas répondu à votre question, là, mais en fait, je m'en pose aussi beaucoup. Là. Est-ce que Elda ou Laurent, vous souhaitez répondre à la question? Réagir? Je pense que Laurent, vous avez… Oui, j'ai pas de réponse encore très, très définitive, mais ce qui est intéressant, en tout cas dans ce que j'ai observé, c'est que finalement la crise a obligé quelque part certains acteurs, c'est la TOU par exemple, ou À Portée de Main, qui est un organisme culturel, certains acteurs à développer des autres manières de faire pour remplir les missions sur lesquelles ils étaient déjà financés. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis en place une expérimentation. Ils ont un financement récurrent à leur activité. Cette expérimentation, elle leur a montré qu'il était possible de sortir de leur chantier battu et d'explorer de nouvelles voies dans le rapport qu'ils ont avec les habitants. Ça, je pense que ce que les gens m'ont dit, c'est que pour le moment, ils vont essayer de refaire des choses similaires dans les années à venir parce que ils ont vécu l'expérience de manière très très positive également. Alors déjà en eux-mêmes, mais aussi de manière positive au regard de leurs bailleurs de fonds. C'est-à-dire qu'ils ont montré à leurs bailleurs de fonds que ils étaient capables justement de s'adapter et de remplir les missions pour lesquelles ils étaient financés. Il y a eu un financement extraordinaire pour cette coordination exceptionnelle, mais qui était très c'était $50 000, hein, c'était pas énorme. Je sais pas effectivement comment ça va perdurer. Moi, je pense que comme c'est plus une question de coordination et de travail ensemble, ça nécessite pas forcément tout de suite de l'argent et un gros financement. Ça peut peut-être nécessiter d'aller chercher un financement ensemble. Après, la grosse question pour les activités culturelles de ce type, qui sont à la fois culturelles, à la fois sociales, mais pas vraiment culturelles et pas vraiment sociales, c'est que on a du mal à trouver des bailleurs de fonds qui se renvoient la balle en disant oui, mais ça c'est une activité culturelle, allez voir le CAM, et le CAM, donc le Conseil des Arts de Montréal, qui va leur dire ben non, ça c'est du social, on finance pas ça. Donc ça c'est un enjeu important. Alors, merci beaucoup. Elda, oui. Après ça, je vais prendre une dernière question. Le temps file déjà. D'accord. Alors, du coup, je trouve que cette question, elle est centrale. Hein. Merci beaucoup, Jonathan. La question de l'apprentissage et finalement de la diffusion. Hein. Donc, on est en plein dedans. Et je suis tout à fait d'accord que si on raisonne en termes de crise, c'est clair qu'on ne peut pas projeter à l'avenir et on ne veut certainement pas le projeter en termes de crise. Je blaguais tout à l'heure, mais pas tant que ça finalement. Par contre, je pense que si on projette les choses en termes d'apprentissage, ce que la crise elle a permis de dévoiler au grand jour, je trouve que là, pour le coup, peut-être qu'on peut donner une chance à la diffusion. Et là, après, votre question, elle était plus spécifique aux bailleurs de fonds, au système philanthropique, etc., etc. Donc, on peut projeter là-dessus, on peut projeter aussi sur les autres structures étudiées. Donc, je pense que la crise, elle a quand même permis de dévoiler un grand truc. Enfin, en tout cas, si on écoute Morin, il dit que jamais l'humanité n'a autant pris conscience
des problèmes qui s'offrent à elle, et notamment le problème climatique, l'urgence climatique, les inégalités sociales, la violence aussi, enfin énormément de choses, l'individualisme accru, comment les gens y vivent, etc. Tout à l'heure, on parlait des personnes, des aînés que vous les appelez au Canada, j'ai l'impression. Et donc, en fait, je pense que c'est plus en termes de qu'est-ce qu'on a pris conscience. Donc, peut-être l'apprentissage, ça va peut-être pas se faire de la même façon sur la sécurité alimentaire ou les masques, etc., etc. Mais l'apprentissage, il sera peut-être sur ce qui importe pour nous en tant qu'être humain. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère regarder en termes de qu'est-ce que la crise elle a permis de dévoiler, en fait. Donc, désolée, j'ai pas voulu être longue, mais je trouve que c'est vraiment des questions de fond. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Merci. Mais une dernière petite question. Oui, ben, en fait, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, particulièrement dans la présentation de Sabrina, mais j'ai l'impression que ça doit se retrouver aussi dans la recherche de Laurent Sauvage et compagnie, c'est tout l'aspect des synergies entre les organisations, entre les partenaires qui, avant la crise, étaient peut-être improbables. Moi, à l'échelle de mon quartier, je me suis rendu compte que beaucoup, les commerces de proximité ont eu plusieurs synergies qui se sont mis en place, dont mutualiser les livraisons, mutualiser les sites Internet pour pouvoir faire bénéficier du café qui avait été obligé de fermer, mais aussi qu'après cette visibilité-là, puis ce sentiment d'appartenance, je pense, des citoyens du quartier à cette volonté de faire survivre les commerces de quartier a aussi bénéficié aux organismes communautaires et autres entreprises d'économie sociale du quartier, où est-ce qu'il y a plusieurs liens improbables qu'on n'aurait pas vus et qui n'ont pas l'air non plus de s'essouffler. Je ne sais pas si c'est des types de choses aussi que vous avez constatées sur le terrain à la Faux-Saguenay ou dans Saint-Michel. Une petite réponse très rapide? Ben, oui, en fait, pour ce que j'en sais et pour demeurer en contact avec les organismes communautaires Saint-Lac-Saint-Jean, ça se poursuit, ça se modifie, au gré que la crise évolue, elle aussi. C'est sûr qu'il y a des changements, il y a des ajustements, je devrais dire. Mais non, c'est ça, tout le partenariat, le travail en synergie, comme vous le dites, là, ça c'est sûr que, à mon avis, là, il y a beaucoup de choses qui vont rester au-delà parce que on constate finalement que c'est plus efficace, hein, c'est ça, de travailler de cette façon-là. Puis non, ça, c'est certainement là, un point intéressant. Puis d'un certain côté aussi, ça n'a pas presque forcé, je voudrais dire, certaines collaborations qui, pour plusieurs bonnes ou mauvaises raisons, n'auraient pas pu être réalisées avant. Puis là, d'un coup, les gens sont obligés de travailler ensemble. Puis se sont découverts des affinités ou se sont mieux compris, peut-être, là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails nécessairement, mais c'est ça. Je pense que ça l'a aidé certainement là, au niveau là, c'est ça, des actions de synergie là, au niveau local, très certainement. Ouais. Merci à tous. Alors, tel qu'on l'avait anticipé, ça a fait beaucoup de bien, ces communications-là, en ce temps de COVID. C'était vraiment fort intéressant. Merci.